Quand il y a des traumas, peut-être différents traumas, ou pas forcément des... Quand il y a des traumas, peut-être différents traumas, ou pas forcément des traumas, mais des gens qui ont besoin de une sorte de psychothérapie par l'art, quoi. Donc j'ai vu que, je crois, une sorte de psychothérapie par l'art, quoi. Une voix, c'est chargé d'une personnalité, c'est vrai. Je pense qu'on a la voix de sa personnalité. Quand on est un gueulard, voilà, on a la voix qui va avec, quoi. Quand on est quelqu'un de plutôt introverti, on a une voix qui est douce et basse, peut-être. Quand tu travailles tes podcasts, tu travailles la voix, c'est ta matière. Non. C'est pas ta matière. Non. C'est le son ta matière. Non. C'est quoi? C'est la parole. C'est-à-dire? Je me fiche de la voix, de la façon dont les gens parlent, en fait. C'est ce qu'ils disent, en fait, qui m'intéresse. Et souvent, quand je travaillais à la radio, on me disait « Ah bah oui, non, mais ça, lui, c'est très bien, il a une très belle voix. Ou il parle très bien. » En fait, c'est des trucs, moi, je m'en fiche. Que les gens parlent bien ou qu'ils aient une belle voix. Ils parlent comme ils parlent, ils ont la voix qu'ils ont. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu l'authenticité, la spontanéité, ce qu'ils disent, en fait. La justesse de la façon dont ils s'expriment, quoi, avec laquelle ils s'expriment. Je sais pas si je peux être charmé par une voix. En fait, si je peux craquer pour une voix. Ça t'est jamais arrivé? Je crois pas. Et donc, avec toutes ces paroles que tu recueilles au fil de tes projets, comment tu fais pour en recueillir autant? Et est-ce que parfois, les paroles que tu reçois ont tendance à t'affecter personnellement? Ou est-ce que tu arrives à faire la différence entre ton travail, toi? Je sais pas. Je pense que les paroles que les gens me livrent vont quelque part en moi. Je pense que pour moi, au départ, c'est la vie mode d'emploi. Je vois comment je me comporte quand j'écoute, quand je suis en interview. J'ai vraiment l'impression d'apprendre quelque chose, de toucher à quelque chose qui, pour moi, est fondamental. Après, c'est pas que j'oublie, mais je me dis pas, je garde pas les phrases pendant des mois en me disant ouais, il m'a dit ça et je médite pas les phrases. Mais je pense que ça me remplit, en fait, je pense, petit à petit. Mais peut-être que je m'en rendrai compte quand je serai retiré ou beaucoup plus vieux. Une fois que j'aurai digéré peut-être tout ça. C'est des mauvaises réponses que je te fais. Pourquoi? Je sais pas. Non, parce que je sais pas quoi dire. Parfois, tu es confronté à des gens qui te disent qu'ils sont malheureux, ou qui sont seuls, ou qui souffrent. Et moi, je me demande, est-ce que c'est quelque chose qui peut t'affecter des fois, ou est-ce que vraiment tu arrives à pas mélanger qui tu es toi et qui sont les autres, quoi? Sur le moment, au moment de la prise de son, j'arrive pas à mélanger. Au montage, j'ai toujours ce souci, en fait, que ça me parle toujours, ou de restituer ce qui m'a parlé, ce qui m'a touché, et de le transmettre aux autres. Mais bizarrement, je commence à m'en détacher. Ça devient pour moi, je l'objective, en fait. Ça devient vraiment comme si j'écrivais un roman, en fait. Et là, je me débarrasse, en fait, de peut-être des émotions que j'ai vécues sur le moment. Mais oui, c'est sûr que si je vois quelqu'un qui souffre ou qui me raconte une histoire qui me touche, ça me bouleverse sur le moment, quoi. Tu t'autorises à être ému? Oui. C'est souvent arrivé? Tout le temps. Ouais, à chaque interview, je crois, quasiment. Quand j'ai pas d'émotion, ça veut dire que j'écoute mal. Ouais, je sais pas, peut-être que c'est de l'empathie, mais en fait, l'empathie, comme je rencontre beaucoup de gens, que je fais beaucoup d'interviews tout le temps, il faut que je me détache un moment, il faut que je me blinde. Et voilà, au bout d'un moment, ça devient des personnages de romans pour moi, les gens. Mais j'imagine qu'à la radio, vu que tu as travaillé à la radio, tout le monde n'a pas cette vision-là de la chose. Est-ce qu'on t'autorise à la radio de laisser aller ton émotion? Non, surtout pas. Il faut paraître objectif et dépassionné, un peu froid. Mais à la radio, les voix, c'est très important. Les gens qui parlent à la radio, que ce soit les producteurs, les animateurs, en fait, ils travaillent leur voix. Souvent, c'est des voix qui se la pètent. Ils les travaillent, ils les poussent un peu au maximum pour en faire ressortir vraiment ce qu'il y a de plus... ce qui leur paraît vraiment plus beau et ces voix un peu qui se la pètent et qui vraiment expriment quelque chose et qui n'est pas forcément naturel. C'est leur voix, mais qui est quand même un petit peu retravaillée. Et ça, moi, j'aime pas ça. De la même manière que souvent, on parle de la voix des intervenants, des gens qu'on a interviewés. Oui, il a une belle voix, elle a une belle voix. Et ouais, moi, je trouve qu'une belle voix, c'est un peu chiant, quoi. Je mettrais ça en parallèle avec une belle image. Souvent, moi, j'ai fait un petit peu de télé. Je travaillais avec des caméramans qui, à un moment, prenaient toujours 10 minutes pour faire des belles images. En fait, j'ai mis c'est un peu vain, les belles images. Comme une belle voix, c'est vain, quoi. Voilà, moi, je pense que aussi une belle voix, c'est une voix qui est dans sa fragilité, dans son naturel,
avec ses failles, c'est une voix dans laquelle on peut percevoir des choses, quoi. Un manque d'assurance, ou une gentillesse, ou au contraire peut-être de l'assurance, ou la méchanceté. C'est là que ça devient intéressant. Mais à partir du moment où une voix est vraiment très bien placée, ça pour moi, ça ne raconte plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est les aspérités qui racontent les choses aussi, quoi. oui, moi c'est ça moi ce qui me touche, c'est le naturel d'une voix. C'est intéressant parce que je m'étais jamais posé la question avant de te répondre vraiment. Donc tu me permets de formaliser, enfin de comprendre. Mais oui, moi je crois que ce qui me plaît, c'est ça en fait, c'est quand on trouve des fragilités. Oui, d'ailleurs, tu m'as appris au montage à faire ce qu'on appelle du nettoyage, c'est-à-dire quand on va enlever d'un enregistrement où quelqu'un parle, les moments où la personne va buter, répéter un mot, enfin, pour rendre la parole justement plus fluide, mais parfois, tu fais le choix de laisser telle hésitation parce que pour toi, elle est éloquente. Oui, il y a des hésitations qui sont importantes à laisser, parce qu'elles montrent que la personne réfléchit, hésite, qu'elle n'a pas une réponse toute faite. Quand il y a vraiment une hésitation, quand la réponse n'est vraiment pas toute faite, ça, il faut quand même le montrer, quoi. Parfois, non, on peut aussi aider les gens à ce qu'ils s'expriment plus rapidement. Voilà, je pense qu'il faut un peu équilibrer, il faut laisser des moments où, comme même dans les propos, on laisse des trucs intelligents et des trucs moins intelligents. Dans l'élocution, c'est pareil, en fait. C'est toujours cette idée que tu as de ne pas lisser la voix et de la considérer en tant que matière, quoi. Un peu comme la peinture. Ouais, c'est ça. Avec ses couleurs, sa texture, ouais, c'est vrai. C'est un peu comme de la peinture. Et après, oui, on la modèle au montage, il faut la respecter. Ouais, respecter les paroles aussi. Et voilà, la respecter, ça veut dire l'aider parfois quand il faut l'aider. Quand les trucs sont vraiment pas bien dits ou vraiment pas beaux. Je pense qu'il faut la respecter et l'aider en même temps. La laisser dans son jus et en même temps la retravailler, la réécrire un tout petit peu. Pas trop. À qui je faisais part de mon épuisement, du fait de travailler seul sur cette affaire qui est très lourde, m'avait conseillé de recruter une espèce de superviseur. Bon, là, cette première partie, de 0 à 6,04, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est super. D'ailleurs, tout ce que tu dis, c'est très clair, en fait. Ouais, ça va, hein. Ouais. Moi, je trouve ça bien, le rythme, le générique est bien, la musique, c'est bien. C'est beau, je trouve, en fait, cette musique. Je suis assez content, tu vois. En fait, il fallait bien... c'est le 3e jour, il fallait bien 3 jours de... Ouais, 3 jours d'écouter, de revenir dessus, de machin, pour que ce soit bien réglé, quoi. On va voir si la suite est à la hauteur. Pourquoi c'est important de laisser reposer un montage comme ça, de prendre plusieurs jours pour le travailler? Parce que moi, je l'ai écouté, j'ai fait l'interview, donc j'ai déjà écouté au moment de l'interview. Ensuite, j'ai dérushé. Ensuite, on l'a réécouté 3 ou 4 fois. Du coup, c'est la 7e fois là que je l'écoute. Et ben en fait, t'entends plus rien. Et quand tu travailles tout seul, bon là, je suis pas tout seul parce que je suis avec toi, mais quand tu travailles tout seul, t'as pas de recul. Tu sais pas si c'est bien ou pas, si t'as coupé les bonnes choses ou pas, si c'est encore trop long ou pas. Donc il faut absolument, à chaque fois que tu l'écoutes, que tu le réécouter avec une oreille fraîche, presque vierge en fait, ce qui est impossible, parce que tu l'as déjà bien en tête. Mais il faut laisser passer du temps presque pour le redécouvrir, même si c'est pas possible. Et voilà. Et en fait, avant, quand les gens montaient sur bande, ça prenait beaucoup de temps et tu montais pas 15 fois, en fait. Tu faisais une passe ou deux et puis... Là, avec le numérique, tu peux monter, faire des undo, tu peux te noyer dans le montage. Et c'est souvent le défaut qu'ont les débutants. C'est comme ils maîtrisent très vite la technique, ils montent, ils veulent le réduire, et en fait, au bout d'un moment, ils sont noyés, ils saccagent le truc. Et voilà. Moi, je pense que le montage, c'est un processus. Et là, si on laisse reposer jusqu'à demain, c'est ce qui va se passer d'ailleurs. On croit qu'on le laisse reposer, mais en fait, c'est comme une pâte à tarte, quoi, ou à gâteau. En fait, ça travaille quand même, et ça monte quand même, et ça travaille dans ta tête. Et c'est mieux de faire ça que de s'acharner. Et ça va beaucoup plus vite de le laisser passer une journée, de réécouter, plutôt que de bosser toute une journée dessus. On va réécouter. 3, 2, 1. Mais attendez, c'est pas fini. Mais attendez, c'est pas fini. Liste
liste des attendus du rapport de stage. En conclusion, quelle appréciation générale pouvez-vous dégager de cette expérience ? Là, on a passé un mois ensemble, on a monté plein de choses. Le dernier épisode de Cerno, la série d'été pour les contributeurs au Patreon qui te financent. Et là, t'es en vacances. C'est quand même la première fois que t'avais un stagiaire, où tu bossais un peu moins seul. Est-ce que ça t'a pas trop perturbé ? Non. Non, ça m'a pas perturbé du tout. En fait, le gros problème, c'est que je suis très speed et qu'à chaque fois que je travaille avec des gens, c'est pareil. C'est-à-dire que quand c'est fini, je regrette de ne pas avoir été plus présent ou de ne pas avoir fait plus de choses. Bon, là, c'est très court. Donc, je pense que vu tes aptitudes et ton intérêt pour ce travail et tout ça, j'aurais peut-être pu te confier des choses plus difficiles. Mais ça aurait nécessité pour moi de passer plus de temps pour t'expliquer et de lâcher des choses alors qu'en fait, il faut que je tienne tout pour avancer. Donc ça, c'est un regret. Mais non, ça ne m'a pas perturbé. Au contraire, tu m'as bien aidé. Je trouve ça agréable d'avoir quelqu'un qui écoute en même temps. Pourquoi tu penses que ça m'a perturbé ? Non, je me suis vraiment demandé, mais même dès le début, parce que t'as quand même un travail qui est assez solitaire, quoi. T'es très indépendant dans tout ce que tu fais, de la prise de son à la mise en ligne. Et donc, oui, en arrivant, je me suis demandé... je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention à pas non plus empiéter sur ce rythme que t'avais, tu vois. Ouais, c'est vrai, en plus, moi, je suis un vrai moulin à parole, donc dès qu'on me lance sur le travail et tout ça, j'aime bien tout expliquer, tout raconter. Comme je suis seul, en plus, dans mon travail, je suis intarissable, du coup, parce que, quand j'ai un interlocuteur, j'en profite. Mais en même temps, je sais qu'il faut que j'avance et il faut que je sois c'est toujours une course contre la montre. Et en fait, ça me rend peu disponible. C'est vrai. Moi, je trouvais au contraire que tu l'as été beaucoup pour moi, disponible. Alors, beaucoup au début, après, tu as travaillé un peu dans ton coin. Mais après, il y avait un truc qui fonctionnait, c'est-à-dire que quand je t'ai demandé de m'aider sur des trucs précis, tu l'as fait, voilà. Donc ça roulait, quoi, en fait. J'ai vu aussi que tu étais autonome, je n'étais pas obligé de t'expliquer tout. Bon, c'est vrai. Donc ça, ouais, merci. Avec plaisir. J'ai beaucoup appris. C'est vrai ? Oui, parce que vraiment, pour chaque étape de ton travail, tu m'as toujours donné des choses en lien avec telle ou telle étape du montage. J'ai pu observer comment tu travaillais. Donc oui, moi je trouvais que c'était très complet. J'ai vraiment fait beaucoup de choses finalement. Enfin, que ce soit dans le montage, dans le dérochage, dans tout ce qui est aussi l'organisation plus globale de la diffusion, comment on coupe les épisodes, plein de choses à faire, quoi. C'est fou. Tellement de choses. Ouais, tellement de choses. Moi, si j'avais été... ce que j'aurais aimé te faire faire, c'est vraiment le montage de tous les épisodes. Mais il aurait fallu... que ça t'aurait pris beaucoup de temps, je pense. Et toi aussi. Tu l'aurais fait très bien. Mais en beaucoup de temps... Là, moi, je l'ai fait de façon très imparfaite, mais très rapide, et c'était le but, quoi. Parce qu'il fallait que je m'arrête le plus tôt possible. Ouais, mais je pense que du coup, tu en es capable, en fait. Donc ça, c'est bien. J'aurais aimé plus te transmettre des choses sur l'interview aussi. On en a un peu discuté, je t'ai un peu aiguillé sur des trucs où Moi, je t'ai parlé de mon style et je t'ai expliqué un peu comment faire avec mon style, mais en fait, c'est peut-être intéressant pour toi, mais l'intérêt, c'est quand même que tu trouves ton style à toi, ce qui te fait plaisir, ce qui t'intéresse. Donc ça, c'est le plus important. Et ça, j'aurais aimé qu'on travaille là-dessus, en fait. J'aurais aimé avoir le temps et la patience, en fait, d'écouter des trucs que tu as fait pendant le stage, des trucs que tu as enregistrés, montés et tout, mais en fait, ça aurait demandé beaucoup plus de travail. Et voilà, c'était pas possible, vu mon rythme. Mais je me fais pas trop de soucis, quand même. T'apprends très vite. T'es très intelligent, je pense que tu te poses les bonnes questions. Franchement, je t'ai formé l'avant-dernier jour à Reaper et je pense que tu le maîtrises mieux que moi. Donc tu vois, enfin, vraiment, c'est super, quoi. Ça veut dire que ça, c'est un bon indicateur. Je pense que ça pourrait être ton métier. Bon, après, je sais pas si je te le conseille parce que c'est la galère, mais... ouais. C'est la galère, ton métier ? Oui, que ce soit à la radio ou dans le podcast, c'est difficile de faire sa place, de gagner sa vie. C'est beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Je suis encore très maladroit en interview. Il y a une fois où ça m'a vraiment découragé en rentrant chez moi, de voir à quel point j'arrivais pas à poser les bonnes questions au bon moment.
Mais heureusement, il y avait tes conseils derrière, tu vois, pour me relancer, quoi. Ouais, moi, je connais ça, en fait. Moi, je me sens souvent maladroit. Souvent, je rentre d'interview, je me dis, j'ai loupé les questions, j'ai pas posé les bonnes questions. Parfois, je fais une interview, j'écoute, et après, une fois que ça s'est terminé, que je suis parti, que j'ai plus l'occasion de revoir la personne, jamais, je me dis, ah zut, mais je viens de comprendre, en fait, ce qu'il m'a dit, ou ce qu'elle m'a dit, et j'ai pas posé la question, où je sens que je tournais autour du pot sans avoir vraiment compris, et je l'ai compris a posteriori. Et ben ça, en fait, je vais essayer de le démontrer au montage, en fait. C'est un peu abstrait ce que je dis, mais si... une fois que j'ai identifié un fil narratif, le fil narratif m'apparaît une fois que j'ai terminé. Et ça, c'est au montage que je le retrouve, le fil narratif, et j'y vais, quoi. Mais ça, c'est du boulot. Tu m'as souvent dit que le montage, c'était une écriture. Ouais. En fait, c'est comme si c'est pareil, hein, c'est comme si tu allais... tu vas interviewer quelqu'un, là, à côté. Si tu reviens, et si tu veux pas en faire quelque chose de sonore, mais que tu veux écrire cette rencontre, tu vas donner toutes tes impressions. Tu vas dire, voilà, je sais pas, il faisait beau, elle était assise sur un banc rouge, elle avait l'air calme, je pense qu'elle était préoccupée, elle est préoccupée, à mon avis, c'est par ça. Elle m'a dit ça, ça et ça. En fait, du coup, le montage, c'est pareil, quoi. Tu arrives avec ton son et tu essaies de raconter tout ça avec les sons, avec la parole. C'est pour ça que c'est bien aussi de tout commenter quand on est sur place, parce que ça participe après à l'écriture, quoi. Du coup, comme ça, tu as tous les matériaux pour réécrire et pour apporter de la nuance. Mais une fois que tu as digéré, alors évidemment, ouais, sur le moment, tu peux être timide, tu peux être intimidé par quelqu'un, tu peux ne pas être en forme ou être à côté de la plaque, tu penses à autre chose alors qu'en fait, du coup, tu t'es planté, quoi. Après, une fois que tu as bien identifié ton intention, que tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux raconter, tu le fais au montage, quoi, et tu retravailles tout ça. C'est beaucoup de temps. Tu vois, par exemple, aussi Colette, dans le village natal d'Estelle Donjou, là, c'est pareil. Je pense que moi, je me suis éclaté, mais j'ai foiré un peu et tout. Et après, quand j'ai écouté, je me dis, oh là là, c'est pas du tout, c'est pas bien. Et je l'ai retravaillé, mais pendant des semaines, en fait, 2 semaines, des jours et des jours. C'était une interview qui était assez longue, c'est vrai, mais pour retrouver ce truc, cette image que j'avais d'elle et qui était la vraie, hein, je pense. Ou en tout cas, tout est subjectif, mais du coup, je voulais retrouver cette femme et enlever tout ce qui pouvait parasiter. C'est pas trahir les gens, hein, faire du montage, au contraire. Souvent, c'est pour les valoriser, mais c'est pour leur laisser toutes leurs nuances, en fait. Et du coup, tu les envoies sur plein de sujets, puis après, tu regroupes tout ça et tu te rends compte que tu peux retrouver du sens, que tout ça a un sens, que quand tu as un plan dans ta tête, en fait, tu rassembles et tu fais un portrait, en fait. Comme quand tu peins, quoi. Tu vas mettre une touche de ça, tu vas faire sortir un côté un peu sombre de la personne, mais en même temps autre chose, quelque chose de plus subtil, de plus lumineux, son environnement, ce que tu veux, en fait. Et là, c'est pareil, en fait. C'est toi qui composes tout ça. Et après, il n'y a pas un truc à chercher. Tu vois, quand tu me fais la tour, t'es pas allé chercher la tour, en fait. Oui, t'es avec elle, mais tu me représentes la tour que tu vois, toi. Je parle de ma peinture. Oui, tu peux pas rater ça, en fait. Après, j'ai peur de dire des conneries. Pourquoi ? C'est bizarre à écouter pour les gens. C'est la fin du stage, il faut que j'y aille. Ouais, c'est la fin du stage. T'as une question encore ? Bah non, mais il y en a tellement. Trop longtemps. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que tu donnes des pistes hyper intéressantes, alors on a envie d'y aller, quoi. Faut que j'y aille. Ouais. Je te mets dehors. Je suis désolé. Et merci pour tout. Merci, quoi. Écoute, c'est génial. J'avais pas envie que ça se termine. Ouais. Ok. Écoute, peut-être qu'on aura d'autres occasions. Ouais. Je vais réfléchir à tout ça. Ciao. À bientôt. Ouais, merci. Merci à Julien, Cléo, Céleste, Bertie, Joël et Louis. Je vous invite évidemment à aller écouter Cerno, le podcast de Julien Cernobori, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.